Tout à fait. Je peux la signer de façon électronique ou pas? Bonjour à toutes et à tous. Ok, Bienvenue au webinaire de préparation à la levée de fonds de d'accord. FAIR. Je vais vous inviter simplement à couper vos micros si vous ne parlez pas, parce qu'on entend des discussions téléphoniques derrière. Merci beaucoup. Et je vous propose peut-être, on attendait une trentaine de participants. Je vous propose d'attendre encore 2 minutes et puis on pourra commencer. Je vous propose de commencer le webinaire donc de FAIR sur la préparation à la levée de fonds qui est proposé dans le cadre des conventions d'affaires 2026. Donc, le FAIR est le collectif des acteurs de la finance à impact social. Aujourd'hui, on est une fédération d'acteurs en France et on rassemble donc des entreprises solidaires, des banques, des assureurs, des sociétés de gestion, des ONG, des grandes écoles et des personnalités engagées. Justement, ces structures-là sont les opérateurs de la finance solidaire sur le terrain. Donc, c'est eux, finalement, qui vont aller financer l'économie sociale et solidaire. En quelques mots, les grandes missions de FAIR. Donc, on a la mission de sensibiliser le grand public à la finance solidaire. On a la mission également de porter des actions de plaidoyer pour développer le secteur, d'animer un observatoire, de favoriser les échanges et des groupes de travail entre nos adhérents et de gérer un label de référence, un des 3 labels de finance durable aujourd'hui en France, qui a été créé en 1997, qui est le label Finansol, et donc qui distingue les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne auprès du grand public. Donc c'est finalement une boussole pour les épargnants qui souhaiteraient donner du sens à leur épargne. Et c'est un label qui atteste d'un impact social et de la transparence du produit labellisé. Le réseau FAIR, en quelques chiffres, c'est 160 adhérents, 15 collaborateurs, 200 produits labellisés Finansol, plus de 60 études et publications disponibles sur le site internet de FAIR et 3 conventions d'affaires organisées chaque année. En 2026, donc FAIR organise 3 conventions d'affaires. La première à Lille, qui a eu lieu à Lille le 19 mai au matin, en partenariat avec la Caisse d'épargne Hauts-de-France, et 2 prochaines conventions d'affaires qui auront lieu à Lyon et à Paris. Donc à Lyon le 29 juin dans l'après-midi et à Paris le 13 octobre dans la journée. Donc une convention organisée à Lyon en partenariat avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et la ville de Lyon, et une convention organisée à Paris en partenariat avec la Caisse d'épargne Île-de-France et la région Île-de-France. Les candidatures pour les entreprises aux conventions de Lyon et Paris sont toujours ouvertes et je vous proposerai une présentation en fin de webinaire.
Et donc, c'est important de rappeler également que nous avons le soutien structurel de la Banque des Territoires et de BNP Paribas pour l'ensemble des actions de FAIRE et notamment des conventions d'affaires. Alors peut-être les objectifs et le déroulé du webinaire. Donc on a une durée de webinaire d'environ 1 heure 15. L'objectif de ce webinaire est d'optimiser et de préparer au mieux sa levée de fonds auprès d'investisseurs et de financeurs, de comprendre les attentes des financeurs et de se préparer efficacement aux conventions d'affaires à venir. Aujourd'hui, on a environ 30 personnes inscrites, 25 personnes connectées, à peu près la moitié qui participent aux conventions d'affaires de FAIRE et l'autre moitié qui est sûrement intéressée. Donc pour ce webinaire, je vous propose le déroulé suivant, d'avoir un témoignage d'une entreprise à impact social, donc Jean, qui est un centre de santé dédié aux femmes, et d'avoir les retours d'expérience d'un investisseur et d'un financeur solidaire, donc la Banque des Territoires en tant qu'investisseur et le Crédit Coopératif en tant que financeur. Après les différents retours d'expérience et témoignages, on vous propose également un échange avec les participants, donc une session de questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou directement lever la main, ça peut être aussi plus interactif. Et j'en profite aussi pour dire que Kevin Ziad, qui est chargé des conventions d'affaires chez FAIRE, sera le modérateur de ce webinaire. Voilà, et je vous ferai un point sur les informations pratiques sur les prochaines conventions d'affaires de FAIRE. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir les intervenants suivants. Donc, Isabelle Verguin, qui est cofondatrice de Jean, Léonie Dufenieux, qui est responsable d'investissement à la Banque des Territoires, Axel de Temaker, qui est responsable de marché au Crédit Coopératif, et donc moi-même, je suis responsable du pôle Impact chez FAIRE et je vais donc animer ce webinaire. J'en profite dès maintenant pour passer la parole à Isabelle. Merci d'avoir accepté de venir témoigner pour ce webinaire. Est-ce que tu peux nous présenter Jean en quelques mots et peut-être nous dire également quels ont été les différents leviers de financement pour Jean? Avec plaisir, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. J'en profite, moi je ne pourrais pas rester tout le webinaire, donc je rebondis sur ce que vous disiez, Sarah. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant que je parle dans le chat, parce que je ne serai pas là à la fin du webinaire pour y répondre. Du coup, Jean, en quelques mots, ça a été créé par 2 cofondatrices, moi-même et Valentine, mon associée qui est sage-femme. On est parti du postulat de la réalité plutôt en 2020, que la médecine a été pensée par des hommes et à partir du corps masculin. Et donc, ça fait qu'on n'a pas de vrai parcours de santé pensé pour les femmes, au-delà de simples rendez-vous gynécologiques. Et donc, si vous passez à la slide suivante, ça a entraîné plusieurs conséquences pour les femmes. Déjà, on a un grand référent, les femmes, en termes de santé, c'est le gynéco, mais on a une pénurie de gynéco en France. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver un rendez-vous. Ça fait qu'il y a aussi une véritable errance médicale pour les femmes qui ont vraiment du mal à trouver des praticiens pour les accompagner. La deuxième réalité, c'est qu'en réalité, il y a plein de professionnels de santé qui sont formés à la santé des femmes et qui pourraient nous accompagner, des psys, des sages-femmes, des médecins généralistes, des kinés, des ostéopathes, mais c'est très difficile d'identifier les bons praticiens, ceux qui sont formés, ceux qui sont à l'écoute. Et donc, il y a souvent cette errance médicale du fait on a beaucoup parlé des 7 ans de retard au diagnostic à l'endométriose. C'est beaucoup lié au fait que les femmes doivent elles-mêmes coordonner leurs soins. Et donc, ça fait qu'on a beaucoup de mal à s'entourer et à trouver les bonnes réponses de santé. Et le troisième sujet aussi qui nous a frappé avec Valentine il y a quelques années, c'est la violence gynécologique dont on parle beaucoup. Il y a une nouvelle stat qui est sortie ce matin qui dit qu'il y a plus de 40% des femmes qui ont déjà vécu des violences gynécologiques. Donc, c'est énorme. Et donc, ça fait aussi qu'il va falloir recréer de la confiance entre les femmes et le système de santé. Et donc, l'objectif avec Jean, c'était vraiment de répondre à toutes ces problématiques-là, de créer des lieux et des centres dédiés à la santé des femmes qui puissent nous accompagner dès la puberté jusqu'à la fin de la vie sur toutes nos problématiques de santé, puisque la physiologie de la femme est bien différente de celle des hommes. Et pour finir sur l'introduction, on parle donc beaucoup des femmes, mais en réalité, Jean répond aussi à une autre problématique qui est celle des professionnels de santé, qui est aussi une population qui à l'hôpital manque de moyens humains, matériels,
Donc très compliqué de travailler aujourd'hui pour les praticiens dans pas mal de cadres hospitaliers. Il y en a beaucoup qui aspirent à la vie du libéral, mais qui au libéral ont peur des charges administratives, de la solitude, du manque de stimulation intellectuelle. Donc pour les praticiens eux-mêmes aujourd'hui, c'est une phase compliquée pour trouver sa voie. Et donc Jean cherche aussi à créer un nouveau cadre de travail pour les praticiens, puisqu'il faut prendre soin de ceux qui prennent soin. On parle beaucoup de management du care aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de mieux accompagner les praticiens pour qu'eux-mêmes, ensuite, soient à même de mieux accompagner, dans nos cas, les patientes. Donc, tout ça, c'est Jean. Et donc, pour résumer, on a donc créé des centres dédiés à la santé des femmes. On en a 3 à Paris. Si vous passez à la slide suivante. Le premier centre a ouvert en 2021 avec tout ce que je mets là. Donc, on recrée toute une expérience de soins dans des lieux qui sont canons avec des praticiens qui sont extrêmement bienveillants. On a beaucoup travaillé cette fameuse expérience avec des parcours de santé qui sont ce qu'on appelle holistiques, intégratifs. Donc, au même endroit, on va réunir du médical, du paramédical, de la prévention, de l'information pour vraiment avoir des parcours de santé qui sont ultra globaux et complets pour répondre à toutes les problématiques de santé des femmes. Donc, on a à peu près 80 praticiens au total qui travaillent dans nos centres aujourd'hui. Et puis, on travaille, comme je disais, le management du care. Donc, on a vraiment créé un nouveau modèle de cabinet de ville qui répond aux nouveaux besoins des patients, des professionnels de santé, pardon. Et donc, tout ça, ça coûte cher. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est qu'ouvrir un centre, c'est à peu près 700 000 €. Et donc, avec Valentine, quand on a créé la société au début, forcément, on n'avait rien. On avait vraiment juste nos cerveaux et un PowerPoint. Et donc, il a fallu financer tout ça. Et donc, on s'est financé de plusieurs manières. Et je crois que vous avez des questions. Donc, je ne veux pas enchaîner trop vite. Sarah, je crois que vous êtes sur mute. Oui, merci Isabelle. On peut peut-être en parler maintenant. Justement, sur votre levée de fonds, quels ont été les outils de financement que vous avez privilégiés et quels ont été peut-être les facteurs de réussite de cette levée de fonds? On a fait 3 types de financement chez Jean. On s'est financé par de l'equity, on s'est financé par de la dette et on s'est financé par des obligations convertibles en actions. Donc, on a vraiment ces 3 leviers qu'on a actionnés depuis le début de Jean, avec à chaque fois des moments de vie très différents pour la société. Quand on a créé la société au tout début, il fallait seulement qu'on ait des fonds qui puissent nous permettre de faire levier sur la dette. On avait besoin à la fois de trésorerie, on avait besoin de financer nos travaux. Et donc, du coup, chaque besoin de financement derrière vient, je trouve, un style de financement associé. Donc, on a d'abord fait une levée de fonds de 600 000 € auprès d'investisseurs privés. À l'époque, c'était des business angels, du coup, une levée en précide, ce qui nous a permis de faire de levier sur de la dette, notamment le crédit coopératif à ce moment-là, qui nous a financé les travaux du premier centre. Donc ça a été notre première levée de fonds, je dirais equity plus dette, ce qui est un modèle assez classique que beaucoup font. Souvent, il y a equity plus BPI. Nous, comme on avait des travaux, on est allé chercher de la dette bancaire plus classique. Et ensuite, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on a eu parfois des besoins de trésorerie ponctuels, où là, pour le coup, on allait faire plutôt des obligations convertibles en actions auprès d'investisseurs privés aussi. Donc, c'est un modèle qui est un peu différent, qui a un super avantage, c'est que du coup, c'est du financement qui est non dilutif, parce que l'equity coûte très cher, avec du coup une garantie pour les investisseurs de pouvoir convertir en actions soit une prochaine levée, soit jamais il y a quelque chose qui se passe mal et qu'on ne peut plus rembourser les taux d'intérêt de l'obligation convertible. Et donc ça permet de faire durer l'entreprise en trésorerie et ensuite de faire un peu durer le projet et d'améliorer ses chiffres avant de pouvoir faire une nouvelle levée de fonds. Donc on a fait une première, donc je disais, levée de 600 000 € plus de la dette. On a ouvert notre premier centre. Suite à ce premier centre-là, on avait besoin de nous renflouer un peu en trésor parce qu'on n'avait pas tout à fait encore les bons chiffres pour ouvrir les prochains centres. Donc, on a fait de l'obligation convertible. Ensuite, on a pu refaire une nouvelle levée de fonds d'1 million qui a pu ensuite se transformer en dette, faire levier sur de la dette bancaire qui nous a permis d'ouvrir nos 2 centres supplémentaires. Et là, on vient de refaire une levée de fonds en obligation convertible en décembre dernier, pareil pour financer du temps avant d'ouvrir nos prochains centres. Donc voilà, à chaque fois, à chaque moment de vie de la boîte, il y a vraiment différents leviers de financement qu'on va actionner. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, a été le facteur de réussite de cette levée? Je
pense que la clé, c'est vraiment de bien s'accompagner pendant ces levées de fonds. C'est vraiment important. Nous, c'est quelque chose qu'on a bien fait chez Jean, c'était d'aller s'entourer des bonnes personnes. On a notamment intégré 50 Partners, qui est un accélérateur de start-up. On était chez Make Sense aussi, qui sont du coup des incubateurs qui correspondent vraiment à notre ADN et qui ont pu nous mettre en lien avec les bons investisseurs. Je dis bons investisseurs parce que c'est pas qu'il y a des mauvais investisseurs, mais je vois vraiment qu'il y a des investisseurs qui correspondent à votre ADN ou pas. Et nous, on a vraiment réussi à du coup s'entourer de personnes qui étaient soit spécialisées dans la santé, soit spécialisées dans l'impact, soit spécialisées dans le retail, qui sont un peu nos trois, je dirais les trois grandes compétences dont on va avoir besoin. Et ça fait toute la différence parce que du coup, c'est des personnes qui comprennent notre business, qui comprennent nos enjeux. Et je trouve que ce qu'on a bien fait, c'est d'avoir des investisseurs qui viennent pas mettre que de l'argent, mais qui viennent aussi mettre des conseils, de la légitimité dans le projet et du réseau. Et du coup, chaque investisseur avec qui on discutait, à chaque fois, on avait ce truc-là en tête en réalité, il ne faut pas demander de l'argent, il faut demander des conseils. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé quand on levait, et je pense que ça fonctionne bien, d'aller d'abord demander des conseils et de vérifier si ça fit. Et ensuite, si la personne est prête à investir, bah, c'est presque... je veux dire, c'est presque la conséquence de la discussion intéressante qu'on a eue avant. Mais du coup, ouais, c'est important d'aller chercher autant du réseau, de la légitimité et des conseils que de l'argent, je trouve, dans une levée. Et c'est ça ensuite qui va permettre de perdurer l'entreprise. Aujourd'hui, dès qu'on a une problématique, j'ouvre ma cap table et je sais avec qui je peux échanger. Et donc ça, c'est hyper précieux. Et dans un modèle à impact comme ça, quelle est l'importance du modèle économique, justement? Pour moi, c'est essentiel. Ça m'est arrivé parfois de discuter avec des entreprises de la Femtech. Pour ceux qui ne connaissent pas la Femtech, c'est toutes les sociétés plutôt digitales aujourd'hui qui se lancent sur la santé des femmes et qui étaient frustrées de ne pas réussir à lever des fonds et qui pouvaient parfois facilement se dire « Ah, c'est parce qu'on est des femmes et qu'on n'arrive pas à lever ». Et là, ce que je dis, ça peut arriver, mais la réalité, c'est aussi que quand on creusait sur leur business model, il n'était pas hyper carré. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc de vraiment travailler à fond le business model. Et c'est pas parce qu'on est à impact qu'il ne faut pas qu'on ait un business model qui est extrêmement solide. Et pour moi, voilà, la réussite économique est vraiment un élément clé derrière de l'impact. Et ça, c'est quelque chose sur lequel forcément les fonds et les business angels sont vraiment attentifs. Et donc, pour moi, c'est essentiel de vraiment travailler autant le modèle économique que la partie impact. Merci beaucoup pour vos retours. Et peut-être la dernière question avant de prendre les questions des participants avant que vous partiez. En termes de freins, quelle a été peut-être la chose la plus difficile à faire dans cette levée? Je pense que on a perdu beaucoup de temps à aller voir des investisseurs qui n'auraient jamais investi chez nous. Je pense notamment à des VC, donc tout ce qui va être capital venture assez classique, tous ces fonds d'investissement qui investissent dans énormément de startups, qui en fait prennent toujours les rendez-vous avec nous parce qu'ils trouvent ça intéressant, ils ont envie de se renseigner sur le marché, mais la réalité c'est que ils investiront jamais chez nous parce qu'on n'a pas les mêmes promesses de retour sur investissement qu'une application ou qu'une entreprise de digital, même si on a un business model qui est extrêmement solide, on va aller plus lentement que beaucoup de startups dans notre croissance et c'est OK. Mais du coup, ça ne fonctionne pas avec les fonds. Et j'ai passé vraiment trop de temps, je pense, à perdre mon énergie, à discuter avec des fonds, à chaque fois y croire et en fait à réaliser que ça ne fonctionnait pas. Donc, je pense que c'est vraiment important au début de bien identifier les bons acteurs qui peuvent vraiment financer en equity sur de l'impact. Je trouve qu'il y a des super family office. Il y a bien sûr les banques, mais il y a de plus en plus de business angels qui se focalisent sur l'impact, d'aller voir les accélérateurs aussi de l'impact qui peuvent identifier les bonnes personnes. Et voilà, et je pense de ne pas trop s'épuiser à courir après les fonds de VC notamment qui, en réalité, ils se disent parfois à impact, mais en fait, quand on creuse, il y a quand même un peu de greenwashing là-dedans. Donc, je pense que c'est vraiment le gros frein à la difficulté dans la levée de fonds. Et parce que c'est des temps longs, c'est difficile, on se prend énormément de portes. Je trouve que émotionnellement, une levée de fonds, c'est dur. Moi, je trouve que ça a été vraiment parmi les périodes les plus dures de l'entreprise. Parce que voilà, on se prend plein de noms, on est découragé, on a des enjeux de trésorerie qui arrivent, on doit défendre son projet, répéter la même chose 3 à 4 fois par jour. Et du coup, c'est important de voir ça comme un marathon et de garder son souffle et de ne pas trop perdre son temps à aller voir les mauvaises personnes.
Merci beaucoup. Du coup, ce sera le conseil de la fin. On va peut-être prendre quelques questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à poser votre question dans le chat. Je vois qu'il y a une question sur Make Sense. Pour le coup, Make Sense, je les considère comme fonds à impact absolument géniaux. Donc, ils n'ont pas investi chez nous, mais pour le coup, c'est un super acteur. Nous, on a des super relations avec eux. J'aurais adoré qu'ils soient à notre capital. C'est vraiment que ce soit en tant qu'accélérateur ou en tant qu'investisseur, je pense qu'ils sont vraiment top pour des projets comme les nôtres. Et je vois qu'il y a une question leveur de fonds aussi. Nous, on n'a pas utilisé de leveur de fonds. J'ai vraiment tout fait moi-même. J'ai pas trop de conviction là-dessus sur est-ce que c'est bien ou pas. Moi, je sais que j'aime bien faire les levées de fonds moi-même parce que je trouve que ce qui a marché toujours dans nos levées, j'ai toujours levé qu'avec des business angels et 50 partners. Et ce qui marche avec eux, c'est aussi la foi qu'on va mettre dans notre projet, c'est notre passion. Et du coup, je trouve qu'un lever peut pas forcément partager cette même passion parce que forcément, c'est pas sa boîte. Et du coup, je trouve que moi, je sais que j'ai besoin de faire mes levées de fonds pour ça. Il y a une autre question et un commentaire. Merci Isabelle, c'était très clair. Comment avez-vous identifié les bons family office? Ouais, alors c'est très difficile parce qu'effectivement, on les trouve pas trop sur Google. C'est là où c'est que du réseau. Moi, la façon dont je commence une levée de fonds, c'est que, bon, maintenant, j'ai des premiers investisseurs, mais je commence toujours par aller voir ce que j'ai appelé des évangélistes. Donc, c'est des gens que je connais qui vont pas forcément investir, mais qui, je sais, ont du réseau à Paris ou en France. Et du coup, je commence par aller présenter le projet. Et mon objectif, c'était de jamais finir un rendez-vous, que la personne investisse ou pas, sans avoir un contact de quelqu'un d'autre ou une mise en relation. Donc, je me disais, si la personne n'investit pas, à minima, je veux qu'elle mette en contact avec 2 ou 3 personnes. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait ricochet. Et du coup, de toujours demander, ah, vous connaissez pas un family office? Et en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit que moi, mes investisseurs, c'est des contacts, de contacts, de contacts, de contacts. Et donc, on crée petit à petit cette toile d'araignée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à pouvoir rencontrer de plus en plus de monde. Donc, il y a vraiment cet objectif de systématiquement demander des mises en relation quand on rencontre quelqu'un, même si la personne n'investit pas. Vous avez également une question sur votre méthodologie pour aborder les investisseurs. Alors moi, c'est vraiment la clé, c'est de surtout pas demander de l'argent, parce que c'est des gens qui sont en tout cas, je parle de business angels ici, pas de fonds où les fonds, ils vont toujours prendre un appel au début pour comprendre la boîte, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais si je parle de business angels, en tout cas, j'aime bien demander d'abord des conseils. C'est des personnes qui sont énormément sollicitées de dire, ah voilà, j'ai telle problématique sur mon entreprise, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous parce que je sais qu'on m'a recommandé, vous êtes expert de telle ou telle chose. Ça donne plus envie de prendre un call que quand on reçoit un énième pitch où on nous dit bah, j'ai besoin de 50, 100, 150 000 euros. Donc voilà, moi je demande généralement des conseils et puis quand la discussion se passe bien, c'est ah au fait, je suis en levée de fonds et en fait la personne elle dit ah bah pourquoi pas, ça m'intéresse. Donc voilà, mais ça c'est très bien. Favoriser le dialogue finalement. Exactement. Et sinon sur les fonds, moi je conseille quand même vraiment d'essayer de trouver des contacts parce que d'expérience, je trouve que passer par du LinkedIn ou des emails, en fait quand les gens ne nous connaissent pas, ils reçoivent tellement de sollicitations qu'on passe on est une personne parmi 50 dossiers. Et donc, de vraiment essayer toujours de trouver des mises en relation, je pense que c'est vraiment important. Ça sera toujours plus efficace. Et de favoriser le rapport humain finalement pour ces mises en pour les relation. fonds aussi, ça pour le coup, je trouve que ça vaut aussi pour les fonds. Parce qu'en plus, dans les fonds, il y a plusieurs personnes qui travaillent et du coup, parfois, ça permet d'aller directement vers la bonne personne qui va être sensible au dossier. Donc, toujours privilégier ça, le contact humain. Super. Et puis, on a une dernière question sur le niveau d'attente et le type de rendement demandé par ces investisseurs exigeants. Ça va être très dépendant des investisseurs. Je trouve que les investisseurs ont tous des motivations très différentes selon leur profil aussi. Ce qui va être business angels, généralement, ce qui va les intéresser, c'est quand même de faire partie d'une aventure avant tout. Donc c'est généralement, c'est vraiment une discussion pour le coup, et c'est beaucoup plus, je trouve, de l'émotionnel et du fit que vraiment une logique de retour sur investissement. Les family office, pareil, ça va très dépendre. Je trouve que c'est une question à poser au premier rendez-vous, ça. Pour moi, une levée de fonds, en tout cas, la façon dont je l'aborde à chaque fois, c'est que c'est pas moi qui viens demander de l'argent, c'est aussi eux qui essaient de se mettre dans cette logique ils ont de la chance d'investir dans mon entreprise.
Et du coup, à partir du moment où on renverse ce rapport de force, c'est de dire, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter en tant qu'investisseur et qu'est-ce que vous venez chercher si demain vous investissez chez moi? C'est quoi ce que vous allez regarder? Et ça, c'est une question que je pose systématiquement au premier rendez-vous, justement, pour savoir est-ce qu'ils sont evergreen ou pas? Est-ce qu'ils vont demander à sortir dans 5 ans? Est-ce qu'en fait, je sais déjà qu'ils vont me demander une place au board ou pas? Est-ce qu'en fait, ils viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre sur mon business? Ou est-ce qu'ils ont juste envie de gagner des sous? À quel point est-ce qu'ils ont envie d'être investis? Enfin, ça, c'est vraiment une discussion, je trouve, qui se pose dès le début, dès le premier échange. Eh ben, merci pour ces réponses aux questions. On va pouvoir vous laisser partir puisque vous avez une journée bien chargée. Et puis, je vais passer au retour d'expérience des investisseurs et financeurs solidaires. Merci Isabelle. Au revoir, merci. Alors, je vais me tourner vers vous, Léonie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la Banque des Territoires et l'offre que vous proposez aujourd'hui aux structures de l'ESS et peut-être un peu détailler aussi les différents outils de financement que vous mettez à disposition de ces entreprises? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, Léonie Dufeigneux, je suis responsable d'investissement à la Banque des Territoires depuis 6 ans. Et donc, je finance en direct des entreprises qui vont avoir un fort impact social ou environnemental dans différents secteurs d'activité. Donc, juste petite présentation. Donc, la Banque des Territoires, c'est un des métiers du groupe Caisse des dépôts. Et la Banque des Territoires est là pour répondre essentiellement aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques et également donc des entreprises qui vont avoir un lien avec le développement territorial et les enjeux liés aux collectivités. C'est un peu ça notre ADN. Donc, on s'adresse à tous les territoires des zones rurales jusqu'aux métropoles avec l'idée de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. Et donc, on fait ça à travers différentes actions de conseils de financement et notamment de l'investissement en direct. Donc, moi, je travaille au sein de la direction d'investissement où là, on va financer vraiment en fonds propres et en quasi-fonds propres. Donc, différentes classes d'actifs, comme on appelle ça. Donc, on va financer des fonds. Tout à l'heure, on a mentionné des fonds impact, Make Sense. Donc, la Banque des Territoires va être financeur de ce type de fonds, par exemple. Mais on va aussi financer en direct des entreprises et des projets d'infrastructure et des projets immobiliers. Donc, on a ces différentes classes d'actifs. Et ensuite, on va retrouver différents secteurs d'activité qui vont être en lien avec nos 2 priorités stratégiques qui sont la cohésion sociale et territoriale et la transition écologique. Et donc, on peut retrouver ces secteurs-là que je vous ai mis dans la petite rosace. Donc, sur les sujets environnement, on va être présent sur les enjeux de déchets, d'eau, biodiversité, l'économie circulaire, par exemple, mais aussi la transition agricole et alimentaire, soutenir les enjeux du foncier agricole, de la transformation locale, des choses comme ça. On fait aussi des choses donc sur la cohésion sociale, la santé, le vieillissement, le handicap, le bien vieillir. Donc, en fait, on essaye d'être présent sur un scope assez large voilà, d'activités, enfin de secteurs d'activité dans lequel on va retrouver les principaux enjeux des collectivités. Donc, concernant les entreprises, vraiment, et notamment les entreprises à impact, les entreprises de l'ESS, c'est vrai qu'on va plutôt agir, on va les retrouver plutôt dans les secteurs environnement, les secteurs santé, grand âge, autonomie, aussi inclusion et développement économique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on intervient donc en direct sur compte propre. Donc là, c'est les fonds propres de la Caisse des dépôts qui sont investis directement dans les entreprises. Mais on gère aussi des programmes pour le compte de l'État à travers France 2030.
Donc, on gère différents mandats de l'État sur différentes thématiques, soit en investissement, soit en subvention. Donc, on a ces deux leviers d'action, en fait, le direct et le France 2030. Aujourd'hui, on gère un portefeuille de plus de 17 milliards qui est investi bon, alors, essentiellement sur des sujets infrastructure et immobilier, mais avec donc une poche, comme je disais, entreprise, ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui. Sur l'axe justement investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres, nous, notre thèse d'investissement, c'est qu'on a vraiment un fonctionnement similaire à un fonds à impact plus classique. On va proposer donc des interventions en fonds propres, en quasi-fonds propres. Je vais détailler les outils de financement qu'on propose. Nous, on est un actionnaire. Alors, on peut financer uniquement les entreprises françaises. On ne peut pas financer les entreprises qui ont un siège à l'étranger. Donc, on vise des entreprises françaises et des entreprises qui ont un impact sur le territoire national essentiellement. Il peut y avoir une petite partie de l'activité ou du développement dans un autre pays, mais on reste quand même Banque des Territoires, Caisse des dépôts, et donc on a quand même vocation à financer des activités qui vont avoir un impact et la création d'emplois sur le territoire localement. On intervient sur des stades de développement qu'on va appeler un peu capital innovation, capital développement. Donc c'est plutôt, on va viser des entreprises qui sont pas en phase d'amorçage, pas en phase de création, qui sont en revanche, qui ont déjà voilà, lancé leur activité, plusieurs années d'existence, un certain niveau de chiffre d'affaires, un modèle économique qui est trouvé et qui sont plutôt en phase d'accélération et de développement, et on va les accompagner sur ce cycle-là. Donc, c'est des séries A, des séries B. Et nous, on met des tickets d'investissement en fonds propres qui sont aux alentours de 1 million d'euros minimum, toujours en co-investissement. Puisque nous, l'idée, c'est de ne pas être, enfin, de rester un actionnaire minoritaire, mais aussi de faire effet de levier sur des investisseurs privés. Et donc, dans un tour de table, on ne va pas prendre plus de la moitié d'un tour de table. Et donc, il faut qu'on soit sur des tours de table qui vont déjà être de l'ordre d'un besoin total d'au moins 2 millions d'euros en equity. Alors, on peut intervenir auprès, évidemment, de sociétés commerciales. On soutient pas mal des sociétés ESS ou des sociétés agréées ESUS, mais pas que. Hein, c'est pas un critère d'exclusion non plus. On peut financer des coopératives, donc des SIC ou des SCOP. Et de façon assez ponctuelle, on peut financer des associations. Mais l'idée, c'est toujours voilà, de venir proposer du financement haut de bilan à travers différents outils. Donc, nous, ce qu'on fait principalement, c'est de la prise de participation. Donc, par exemple, ce qu'on fait des business angels de Jean, tout à l'heure présenté par Isabelle, hein, vraiment venir dans l'actionnariat de la société. Donc, nous, c'est ce qu'on fait principalement. Hein, donc, achat d'actions dans une société. On peut aussi proposer des obligations convertibles, ça a été mentionné par Isabelle, donc c'est un outil qu'on peut aussi proposer. Et sur les coopératives, on fait du titre participatif. On propose aussi des prêts subordonnés qui ont un fonctionnement de prêt, mais qui sont comptabilisés comme du quasi-fonds propre et qui peuvent être aussi sur des petits projets localement, territorialement, peuvent être intéressants. Et donc, ce qu'il faut retenir quand même de notre thèse, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc toujours en co-investissement. Donc, la Banque des Territoires ne viendra pas tout seul. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique de tour de table avec, on co-investit beaucoup avec des fonds à impact, hein, mais donc, il faut qu'on soit au moins 2 autour de la table. Nous, notre participation, elle va rester minoritaire, hein, donc on n'a pas vocation à détenir plus de 50% du capital et à prendre les rênes de l'entreprise. Nous, on est vraiment un actionnaire minoritaire, mais on va être un actionnaire actif. On va demander une place dans la gouvernance et on va venir au-delà de l'apport financier. On est là aussi pour un accompagnement stratégique dans le développement de la société. Donc, on met des tickets d'investissement minimum 200 000 euros sur du quasi-fonds propre et plutôt 1 million sur la prise de participation.
Et on vide ce que je disais aussi tout à l'heure, donc voilà, des entreprises en phase d'accélération-développement qu'on va accompagner sur des cycles généralement de 5 à 7 ans. Donc nous, on a vraiment, même si on est Banque des Territoires, acteur public, là, on vient vraiment avec une casquette d'investisseur et on a vocation à accompagner la société sur un temps de développement dédié et à sortir ensuite avec un objectif de rentabilité. Et donc, notre horizon de liquidité, il va plutôt se situer aux alentours de 5 à 7 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont définies en amont, hein, au moment de la prise de participation. On doit pouvoir identifier nos scénarios de sortie, comme on dit, et également avec une attente de TRI qui est assez similaire à ce qu'on trouve voilà, dans le milieu de l'impact et dans les fonds impact. Donc on est vraiment sur de l'investissement, hein, c'est pas de la subvention. Donc voilà, c'est ça nos modalités d'intervention et nos thèses. Donc il faut retenir les différents secteurs d'activité entre la cohésion sociale et la transition écologique. Et ensuite, les interventions en fonds propres, quasi-fonds propres et posture d'investisseurs minoritaires mais actifs. Voilà dans les grandes lignes les interventions qu'on peut proposer. Merci beaucoup Léonie et je vous propose peut-être de passer directement à la présentation des outils du crédit coopératif avant d'engager un débat juste après, justement avec les participants. Et je vous passe la parole, Axel. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, c'est bon, super. Eh bien, effectivement, pour faire la suite donc à Jean et puis la Banque des Territoires, moi, je vais vous présenter un autre type d'intervention qui est celui d'une banque. Donc voilà. Alors, pour vous donner quelques éléments sur le crédit coopératif, donc nous sommes une banque coopérative. Donc vous avez nos 5 spécificités ici. Une banque engagée, donc je vais le mentionner un peu après. Donc on va financer avant tout l'économie sociale et solidaire, mais également les entreprises, mais avec une large part de secteurs exclus de nos financements, notamment les énergies fossiles, le nucléaire, les armes, etc., etc. Et puis, pour faire le lien avec FAIRE, on est engagé depuis 1983 et la sortie du Fonds commun de placement de partage fin et développement. On est pionnier, en tout cas en France, de ce qu'on appelle la finance solidaire. On est une banque nationale, on est une des seules banques nationales coopératives, il me semble, avec l'ANEF. Et puis, j'avais oublié une dernière spécificité, si tu peux revenir juste avant, exactement. Donc, je vous ai parlé de nos clients particuliers. Donc, on est une banque de particuliers, mais aussi une banque de personnes morales, et dans lesquelles vous allez retrouver des entreprises, des coopératives, et en gros, toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, donc coopératives, fondations, associations, mutuelles, et puis entreprises ESUS, hein, comme vous le savez, depuis 2014. On peut passer à la slide suivante. Pour vous donner quelques chiffres de notre activité, de qui on est, en fait, en tout, on a à peu près 420 000 clients, donc ce qui fait de nous quand même une banque plutôt modeste par rapport à d'autres établissements bancaires. Sur ces 420 000 clients, on a 60 000 personnes morales, donc qui se partagent en gros en deux. Une partie entreprise et coopérative, donc à peu près de mémoire un peu moins de 30 000, et puis l'autre partie mutuelle, fondation, association, 30 000 également. On a 65 centres d'affaires et j'attire juste votre attention sur 2 petites choses. C'est que nous, notre modèle, il est coopératif, donc on n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires, et les sociétaires sont nos clients, les personnes morales et les particuliers. Et puis, dernier élément, on a 120 chargés d'affaires, économie sociale et solidaire et institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des chargés d'affaires, vos interlocuteurs qui sont donc spécialisés sur l'économie sociale et solidaire et les institutionnels. Dedans, je mets aussi le logement social, une partie des entreprises publiques locales. Mais en tout cas, l'idée, c'est que
ce collectif-là soit formé au niveau donc, national et mis au courant grâce à nos services donc, au niveau du siège, qui soient formés régulièrement, de la veille régulière, etc., sur le secteur. On peut passer à la slide suivante. J'essaye de faire un peu plus rapidement pour qu'on puisse laisser de la place aux questions. Là, je vous ai quand même un peu détaillé ce qu'on faisait, mais c'est simplement pour vous dire que, comme vous le voyez, nos dépôts servent avant tout à financer notre clientèle. Et là, vous avez le détail de la répartition, par exemple, de nos encours sur les différents secteurs. Donc, ce qui ressort, en fait, c'est que vous avez effectivement tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire. On est un peu moins présent dans le secteur du sport, par exemple. Au niveau des entreprises, on met les coopératives à l'intérieur, mais on a aussi, comme je vous le disais, des entreprises à l'exclusion de ce que vous voyez à droite, donc matières premières, gaz à effet, énergie fossile, nucléaire, etc., etc. On peut passer à la slide suivante. Donc, sur ce qu'on propose, j'ai vu qu'il y avait une question sur les tours de table, et là, j'y viens. Et ce sera même un peu plus tard, mais simplement pour vous présenter en gros ce qu'on peut proposer aux entreprises à impact, à l'économie sociale et solidaire, même aux startups à impact, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner dès le début, en fait, la croissance de l'entreprise, de l'association, etc. Donc, comment on fait? Déjà, en fait, on s'appuie sur nos 3 métiers. Vous le savez, la banque a 3 métiers. Le plus connu, c'est le financement. Puis, vous avez la collecte et les placements. Et puis, la gestion des flux, ça ne faut jamais l'oublier. J'y reviendrai après. En ce qui concerne particulièrement la levée de fonds, en fait, ce qu'on va proposer aux entreprises dès la création, amorçage, des prêts moyens, long terme pour financer des investissements, donc ce que j'appelle CAPEX, de l'OPEX. Donc, par exemple, ce qu'on constate sur certaines startups à impact, qu'il faut financer parfois de la main-d'œuvre, etc., de la recherche et développement, etc. Et puis, nos prêts, aussi moyen terme, permettent de financer du BFR. En gros, pour vous donner une idée sur la durée, on peut intervenir sur les prêts moyen terme de 3 ans à 20 ans, voire 25 ans, voire encore plus sur les institutionnels. Je pense notamment au logement social, où là, on peut intervenir sur des durées un peu plus longues. Pour préciser quelques éléments et qu'il faut avoir en tête, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, le classique de la banque, c'est qu'on a aussi des prêts qui sont vraiment fléchés sur des projets à impact. Donc, vous avez un prêt impact qui permet en fait de financer des entreprises qui, si elles atteignent des objectifs chiffrés, alors par exemple en termes de réduction d'eau, en termes de réduction d'économie d'eau, d'économie d'énergie, etc., il va y avoir une bonification de taux qui va vous être restituée, mais que vous pourrez aussi donner à une association de votre choix. Et puis, on a les prêts verts qui servent spécifiquement à financer tous les projets verts. Et j'attire votre attention sur 2 dernières choses. Souvent, on l'a pas ça en tête quand on va voir son banquier sur les financements. C'est que vous avez, la plupart des banques vont proposer aussi des services en matière de crédit bail mobilier et immobilier. Ça peut, en gros, l'idée, c'est que vous ayez en gros, l'actif, il va appartenir encore à la banque et il va vous la mettre en location. Et ça permet, selon vos besoins, à définir avec votre banquier, évidemment, à financer vos projets. Vous avez les financements court terme. Vous en avez plusieurs, souvent dans l'économie sociale et solidaire. C'est beaucoup de mobilisation de créances, notamment sur les subventions. Et puis, pour terminer là-dessus, moi, j'aimerais juste vous dire 2-3 choses. Le financement, effectivement, c'est un métier de base et on parle de la levée de fonds, donc on va parler de financement. N'oubliez pas que la banque a aussi ce métier de placement. Moi, je le constate, en fait, on l'oublie souvent, mais quand une entreprise impact va lever des fonds, va parfois lever 1 million, 2 millions.
Et en fait, cet argent, il n'est pas dépensé tout de suite et il doit être optimisé. Nous, souvent, ce qu'on propose, c'est des placements assez courts de manière à optimiser cette levée de fonds. Parce qu'on sait que le cash est assez important, notamment quand on est au début de la création. Et puis, gestion des flux, ça, je vous en ai parlé. Et simplement pour faire écho à ce que disait Isabelle tout à l'heure, en fait, la banque, ce n'est pas juste une caisse. Hein, je vous l'ai dit, il y a d'autres services, flux, placement. C'est aussi des personnes derrière, en fait. Hein, et je vous disais, en fait, nos banquiers, en tout cas, sont formés sur les problématiques de l'économie sociale et solidaire et de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Je vous donne un ou deux exemples. Quand vous allez voir votre banquier, en fait, il peut vous mettre en relation avec des acteurs tels France Active. Il a un interlocuteur parfois aussi à la Banque des Territoires. Hein, normalement, c'est des choses qu'on demande. Moi, à mon niveau, au niveau du siège, j'ai des liens avec plusieurs fonds à impact que je connais. Donc, voilà. Et donc, en fait, vraiment, le banquier, ce n'est pas juste une caisse, mais c'est vraiment un partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer dès le début de la création. Alors, je vais vous le dire après, mais pas forcément en financement pur, mais au moins, en fait, ce qui est important, c'est de nouer le dialogue très tôt avec votre banquier, de manière à en faire un partenaire. Et puis, dernier élément là-dessus, la banque, elle va aussi vous dire, vous challenger aussi, hein, quelque part, votre projet, vous aider dans votre réflexion. L'échange avec votre banque, elle sert aussi à cadrer, à savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, de voir si le plan de financement est viable ou pas. Donc tout ça, vraiment, c'est très important. Moi, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Au-delà de l'offre globale, vous avez derrière des gens. Voilà. Et puis peut-être pour terminer sur l'offre, slide suivante, je voulais juste vous mentionner deux petites choses. En fait, le Crédit Coopératif a deux filiales en deux sociétés de gestion que vous connaissez sûrement, une qui s'appelle Ecofi et l'autre Esfin. Ecofi, c'est de la gestion d'actifs, donc qui est donc 100% ISR, donc investissement socialement responsable, et qui va investir sur du côté. Donc l'ISR, ça veut dire que je ne vais pas détailler là-dessus, mais ça, je pense que Sarah, dans le cadre des travaux de faire, pourra très bien le faire. En tout cas, on est plutôt sur des fonds plutôt responsables. Et en fait, dans Ecofi, vous avez ce qu'on appelle quelques fonds 90-10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 90% du fonds qui va être investi sur du côté, en ISR toujours, et 10% qui va être consacré spécifiquement aux entreprises de l'ESS, y compris entreprises ESUS, associations, etc. Et avec cette poche-là, ils peuvent investir directement dans vos projets en haut de bilan, donc avec du titre associatif, etc. Et également en billets à ordre, qui est assez utile aussi pour certains projets, puisque c'est des financements qui sont non fléchés. Et puis, vous avez de l'autre côté Esfin Gestion, qui lui va vraiment intervenir sur des tickets un peu plus gros, sur tout type d'entreprise, mais en particulier tout type d'entreprise à impact, et en particulier dans l'ESS, avec plein d'instruments divers que vous a énuméré, je vais y arriver, la Banque des Territoires, donc du TP, donc titre participatif pour les coopératives, titre associatif, obligations associatives, OC, etc., etc. Et donc là, je vous ai mis un peu les critères en bas. Ce qu'il faut retenir là-dessus sur ces fonds, c'est qu'eux, à part sur le fonds Invest, fait en partenariat, il me semble, avec Inco, ils n'interviennent pas forcément sur de l'amorçage, mais plutôt sur du développement, donc sur des structures un peu plus matures. Mais ça n'empêche pas que, comme je disais tout de suite, avant, que vous puissiez demander aussi à votre banquier s'il a des relations avec des fonds impact qui interviennent, par exemple, sur de l'amorçage. Voilà à peu près sur l'offre. Je ne sais pas si, Sarah, tu veux que je détaille j'ai fait une petite slide un peu mémo, mais je pense que ça peut, je peux en parler très bien. dans le cadre Oui, de tes questions.
En fait, alors j'ai voulu faire c'est très très synthétique et c'est pas forcément exhaustif, mais moi je voulais quand même vous donner quelques petits tips, petits conseils en fait pour travailler avec la banque. Alors déjà sur la partie conseil pratique, sur l'étape 1, c'est quelle banque aller voir. Donc, nous au Crédit Coop, en fait, souvent on passe par les fédérations, on s'appuie sur les fédérations. Et en fait, c'est déjà s'appuyer sur les fédérations, c'est permettre de justement d'être recommandé par la fédération qui a cette expertise, qui dit bah voilà, telle ou telle banque est en capacité d'accompagner mes adhérents. Donc déjà, tournez-vous déjà vers votre fédération pour leur demander s'ils ont une banque qu'ils recommandent plus qu'une autre. Ensuite, moi, ce que je vous conseillerais, c'est évidemment une banque qui soit quand même un minimum spécialiste du secteur, quoi, hein, de l'économie sociale et solidaire et de l'impact, qui soit capable, en tout cas, qui ait déjà vu des dossiers impact et qui ait un minimum de spécialisation. Alors, il y en a plusieurs, il y a nous, mais il y en a aussi, il y a d'autres banques qui ont des chargés d'affaires et des conseillers pour les entreprises à impact. Donc voilà, ça c'est la première étape. Quand allez la voir, en fait, je vous disais au début, en fait, dès le début, c'est-à-dire n'allez pas voir la banque uniquement quand vous avez besoin de financement. En fait, ce qui est intéressant quand vous allez ouvrir un compte dans la banque, et notamment quand vous avez un projet impact assez innovant, en fait, vous allez le voir sur le petit carré de droite. En fait, la banque, elle aime bien avoir un historique, un premier échange avec les porteurs de projets. Ça aide à comprendre le fonctionnement du compte, ça aide à comprendre un peu où vont les porteurs de projets. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Alors souvent, voilà, on va ouvrir des comptes chez Revolut, Conto, etc. Mais moi, je vous conseille quand même dès le début d'aller voir une banque qui est capable de comprendre votre projet. Ensuite, sur les financements, la banque peut intervenir dès la création, mais elle va être plus prudente. Et je vais vous dire tout ça après. Elle va être un peu plus prudente. Et puis, avec quoi aller la voir, hein, notamment quand il y a une demande de financement, donc le classique, un plan d'affaires, donc ce qu'on appelle communément un business plan, CV, document administratif, plan de financement, ça c'est important, et document d'activité prévisionnelle sur les premières années d'activité. Au-delà de ça, donc ce qui est important, c'est, alors je vous ai donné 5 conseils, mais c'est pas exhaustif. En fait, il y a plusieurs atouts à mettre en avant dans le cadre d'une demande de financement. Alors pourquoi je vous ai mis ces éléments-là? En fait, il y a 2 choses quand même à retenir. C'est que la banque, en fait, quand elle va accorder son financement, elle va pas avoir le même regard qu'un investisseur. En fait, l'investisseur, lui, il va avoir un regard plutôt sur quelle rentabilité il va avoir sur son investissement au moment, dans le cas d'entreprise, versement de dividendes, la sortie, etc. La banque, elle ne va pas être du tout sur cette approche-là, sur le financement. Elle va avoir plutôt une approche de on va être prudent en fait. On va être prudent, on va chercher la sécurité. Pourquoi? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, la banque, elle a 3 métiers. Un des premiers, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation financière. En fait, elle collecte des dépôts de gens comme vous et moi qui n'ont pas forcément vocation à chercher un rendement, donc, parce que c'est de la dette. Hein, la banque est endettée auprès des déposants. Et donc, la banque, elle ne cherche pas forcément, enfin, en tout cas, les déposants ne cherchent pas forcément de la rentabilité. Donc, la banque, elle va plutôt entre arbitrer sur la rentabilité et la prudence, elle va plutôt choisir la prudence. Alors, comment ça se manifeste? Déjà, pour vous, quand vous allez voir votre banquier, ça ne sert pas à grand-chose de lui dire, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est que notre budget il va exploser, on va se développer, et puis vous allez pouvoir, on va être très rentable, etc. La banque, en fait, ce n'est pas forcément le discours à tenir avec la banque. Le discours à tenir avec la banque, il est de plusieurs ordres. Donc, il est de 4 ordres. Déjà, de mettre en avant la viabilité du projet, montrer qu'il tient la route. Donc, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais la banque, en général, elle va plutôt s'appuyer sur de l'historique. Et le problème, c'est que sur une entreprise en création, il n'y a pas forcément d'historique. Donc,
Donc, c'est important de bien argumenter vos prévisionnels, etc. Et ça, parfois, la fédération peut nous aider à voir si les hypothèses sont les bonnes, etc. Donc, d'où l'intérêt d'être en lien avec des fédérations. Elle va regarder aussi globalement ce qu'on appelle le partage de risques. Donc, les apports personnels, les subventions d'investissement, les garants et les autres banques. Et en fait, j'oubliais un truc assez fondamental, c'est en fait la place des investisseurs aussi qui sont derrière et leur capacité aussi à prendre du risque. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que, je vous le disais, la banque, elle a donc 3 métiers. Elle a ce métier de financement. Et en fait, ce qu'elle va rechercher quand elle va vous accorder un financement, c'est aussi une contrepartie au risque, notamment commercial. Et notamment, pouvoir vous accompagner dans la durée sur la gestion de vos flux, l'épargne, les parts sociales, etc. Mais en gros, vous le savez, comme quand vous demandez un prêt immobilier, en gros, la banque, elle va souvent vous demander d'ouvrir un compte chez elle et de domicilier en général les salaires. Là, ça va être un peu pareil. C'est que, en gros, la banque, souvent, elle va vous demander d'ouvrir un compte chez elle et de pouvoir vous équiper au niveau de ces autres métiers. Et puis, 2 derniers éléments, et déjà, en fait, je pense avoir explosé le temps. C'est je pense que voilà, il te reste 1 minute ou 2. Ouais, 1 minute, c'est nickel. L'accompagnement du groupement, de la fédération. Alors, j'ai mis ça, mais ça peut être d'un incubateur, d'un investisseur. Isabelle disait, l'investisseur, c'est pas juste de l'argent, mais c'est aussi des gens qui sont quand même spécialisés sur certains secteurs. Je pense à 50 Partners, Make Sense, Banque des Territoires, qui sont de très, très bons conseils, qui connaissent très bien vos enjeux. Donc, l'accompagnement. Et puis, le dernier point, je vous le disais encore tout à l'heure, relations humaines. Et en fait, c'est vraiment parfois le feeling qu'il y a avec votre banquier, mais avant tout, quand vous allez présenter votre projet, quand vous allez échanger avec votre partenaire bancaire, je le redis, mais c'est très important, le partenaire bancaire, c'est la transparence. C'est pas juste venir quand vous avez besoin d'argent, mais prévenir un peu en amont sur l'avancée, le suivi de votre projet, la pédagogie. Et ça, c'est super important, d'autant plus que quand on est dans des secteurs à impact où il y a de l'innovation sociale, en fait, on peut arriver sur des dossiers assez complexes. Et en fait, il faut que vous fassiez preuve de pédagogie sur votre dossier, mais ça n'empêche pas aussi la maîtrise de votre dossier, de vos chiffres, etc. Donc, l'enjeu, vraiment, c'est que le banquier doit comprendre ce que vous faites. Donc voilà, c'était un peu mes petits conseils pratiques donnés très rapidement, mais visiblement trop long compte tenu du temps qui m'était imparti. Axel, et peut-être j'en profite pour demander à Léonie si vous, en termes de complémentarité investisseur versus banque, en termes d'accompagnement, d'outils de financement, est-ce que vous avez des choses peut-être à ajouter à cette présentation ? Oui, du coup, c'est vrai que nous, on est financeurs fonds propres. Donc, on vient vraiment soutenir les entreprises dans leur phase de développement, qui sont plutôt en phase de développement rapide, pour renforcer le haut de bilan sur des enjeux qui vont pas toujours pouvoir être financés autrement, justement. Et l'idée, c'est que faire une levée de fonds propres, ça va permettre de lever des sommes importantes pour des investissements qui sont associés à des revenus qui vont vraiment être décalés dans le temps. Donc, on pense à des investissements de production, du développement commercial, des recrutements, des développements technologiques, innovation, etc. Donc, le fonds propre est vraiment adapté à ce moment-là et permet donc de renforcer la structure bilancielle et faire effet de levier donc, sur la dette bancaire notamment, mais aussi d'autres investisseurs. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes postures, ça dépend du besoin et ça dépend aussi de votre bilan. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de dettes ou pas? Quelles sont vos options de financement que vous pouvez activer, quoi? Et quel est le besoin auquel vous cherchez à répondre? Ok, merci beaucoup. Et je vous propose peut-être de passer aux questions dans le chat, puisqu'on en a plusieurs.
Et deux questions sur la réalisation des tours de table. Est-ce que vous réalisez systématiquement des tours de table avec les entreprises que vous accompagnez et comment ça se passe concrètement, quoi? C'est quel format, combien, etc. Alors, en tout cas, pour répondre, nous, oui, c'est ce que je disais, on fonctionne toujours dans une logique de tour de table parce qu'on ne peut pas être le seul investisseur en fonds propres. Et quand je disais tout à l'heure qu'on doit être en co-investissement pari passu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un autre investisseur qui va intervenir dans les mêmes modalités que nous. Donc, même outil de financement et même montant. Donc, c'est ça la logique de tour de table. Donc, ça veut dire à minima 2 acteurs. Souvent, il y en a plus, hein, ça peut être 3, 4 quand on fait un tour de table en fonds propres, une levée de fonds en fonds propres. Donc, c'est à l'entreprise d'initier cette dynamique de tour de table, donc d'aller démarcher plusieurs investisseurs, de voir justement, un peu comme disait Isabelle, avec qui ça fit, avec qui ça correspond en termes de projet, et de les faire avancer ensemble dans cette levée de fonds qui va du coup aboutir ensemble. Mais du coup, il faut trouver différents investisseurs, voir avec lesquels ça peut correspondre, et puis surtout que ça coche aussi les critères des uns des autres. Nous, par exemple, on a ce fameux critère de dire qu'on ne va pas prendre plus de la moitié du besoin de financement, qu'il faut qu'il y ait un autre acteur qui intervienne dans les mêmes modalités que nous. Donc, il faut que tout ça est un sorte de puzzle à, à mettre en place, et c'est vraiment l'entreprise qui fait cette démarche. Nous, on peut évidemment faire des mises en relation avec d'autres investisseurs avec qui on travaille, des choses comme ça, mais on n'est pas là pour faire le tour de table de la boîte si nous, on a manifesté un premier intérêt, quoi. Axel, est-ce que vous voulez compléter? Oui, enfin, alors sur le premier élément, à savoir la complémentarité investisseur-banque, effectivement, nous, on intervient aussi, je vous le disais, en partage de risque, donc en lien avec des investisseurs dans le cadre de levée de fonds. Donc, ça peut être Banque des Territoires ou autres, ou même France Active, et puis d'autres investisseurs à impact. Sur la levée les tours de table, alors nous, c'est pas forcément notre vocation de faire du tour de table parce que mine de rien, en fait, c'est quand même, Isabelle en a parlé, c'est quand même un gros travail. Et ça, il y a vraiment des spécialistes du sujet. Nous, ce qu'on peut faire par contre, c'est de manière un peu informelle, comme on connaît les fonds, de dire je vous mets en relation avec tel ou tel fonds, telle ou telle personne de ce fonds. Je pense que votre projet peut les intéresser. Mais voilà, c'est plus de l'ordre de l'informel. Parce qu'un tour de table, c'est vraiment la structuration de votre plan de financement. Par contre, un acteur qui peut vous aider là-dessus aussi, un petit peu quand même, c'est France Active. Il ne faut pas oublier que ça fait partie des acteurs qui sont capables de mobiliser d'autres partenaires autour de votre projet. Ils ont une vraie expertise en plus. Donc, voilà. On a également une question sur quelles sont les banques les plus favorables au financement de l'ESS. Donc, évidemment, on a le crédit coopératif, hein. On a les caisses d'épargne, on a la nef. Est-ce que vous en voyez d'autres, Axel? Vous avez de plus en plus de banques qui proposent des filières, on va dire ESS. Hein, pas pour faire de la publicité, mais vous avez effectivement Nef, Caisse d'épargne qui a déchargé. Vous avez le Crédit Mutuel, vous avez la filière Act for Impact de la BNP. Voilà, moi je dirais que c'est un peu les. Voilà, je suis bon joueur, mais voilà, c'est à peu près les banques qui sont en capacité, en tout cas, je crois, d'accompagner les entreprises à impact avec nous. Alors, n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat et puis on va pouvoir passer à la séquence suivante sur les conventions d'affaires. Je crois, Axel, que vous deviez nous quitter. Donc, Comme j'ai un rendez-vous annulé, donc je peux rester. Super, très bien. Ça me permet de continuer sur la suite, sur les conventions d'affaires. Donc, ce sera la prochaine étape
Pour vous, donc les conventions d'affaires, c'est des mises en relation entre investisseurs et entreprises à impact. Quand vous êtes une entreprise à impact, vous pouvez aller sur la page dédiée aux conventions sur le site de FAIRE, vous inscrire et transmettre tous les éléments financiers, extra-financiers concernant votre besoin de financement. De l'autre côté, les financeurs à impact social du réseau FAIRE s'inscrivent également et transmettent leurs tests d'investissement et d'impact. Et au milieu, l'équipe de FAIRE, donc Kevin Ziad qui est là aujourd'hui, collecte l'ensemble des données, analyse et trie les profils des entreprises, synthétise les attentes des financeurs et des entreprises, fait le rapprochement, le matching entre le choix des financeurs et les entreprises et envoie une synthèse globale aux entreprises ainsi qu'aux financeurs. Donc, c'est des rendez-vous préqualifiés en amont puisqu'on va vous demander d'envoyer une data room complète avec tous vos éléments financiers et extra-financiers. C'est des rendez-vous où finalement le financeur a l'ensemble des informations sur votre structure en amont. Donc, c'est vraiment 45 minutes de temps pour vraiment échanger en détail et challenger les différents détails de votre projet. Peut-être quelques conseils des financeurs de FAIRE pour réussir vos rendez-vous au mieux. Donc, c'est de définir clairement les modalités de la levée de fonds, le montant, quel projet financer, les outils de financement souhaités, les échéances, etc. De prévoir le jour des conventions d'affaires un pitch deck structuré. Donc, un pitch deck structuré, c'est une présentation claire et structurée, assez courte, de quelques slides à présenter aux investisseurs, incluant un organigramme et un calendrier prévisionnel, pardon. Un autre conseil, c'est de donner des informations synthétiques et précises avec des chiffres clés, puisque c'est assez important. 45 minutes, c'est long, mais à la fois, ça va quand même vite. Et de présenter un business plan détaillé avec une documentation complète. Donc, complète, ça veut dire compte annuel, prévisionnel et trésorerie. De fournir des indicateurs d'impact clés liés à l'activité ou au projet mis en place. Et surtout, ça c'est un conseil qui revient assez régulièrement de la part des financeurs, c'est d'être authentique et vrai et donc de convaincre aussi les investisseurs avec votre personnalité. Voilà. Et les petits plus peut-être qui font la différence, c'est d'avoir une data room complète. Donc ça, FAIRE vous aide à la consolider lors des conventions d'affaires puisqu'on a un espace dédié justement sur le cloud pour compléter cette data room et d'avoir un document en plus très synthétique d'une page sur la présentation de l'entreprise, ses besoins et les principaux chiffres clés. Voilà, je vous enverrai cette présentation pour que vous ayez aussi le support. Et vous pouvez ici vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit aux conventions de Lyon et de Paris, vous pouvez également vous inscrire sur le site des conventions d'affaires sur le site internet de FAIRE. Et j'en profite également pour vous mettre quelques ressources pour vous aider un peu à trouver aussi les bons financeurs. Vous avez le guide de FAIRE qui s'appelle Financer vos projets à impact social, qui est un annuaire des financeurs à impact social. Vous avez la cartographie des offres de financement dédiées à l'ESS de l'Avise qui ressource tous les dispositifs financiers pour vous et la cartographie des acteurs de l'impact social de FAIRE. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. J'en profite pour remercier vraiment nos intervenants pour ces présentations. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre. Et j'espère qu'il aura été très utile pour vous. Donc, si on n'a pas de questions, je crois qu'Axel, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, je voulais dire merci et bonne journée, mais je peux pas. Voilà. Eh ben, je pense que c'est le moment. On peut Voilà, se on souhaiter peut y une bonne aller journée. alors. Merci Bonne à vous journée, pour votre merci écoute. beaucoup. et à très Au revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.